Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette seconde session sur l'espace sécurité intérieure et défense. On va parler maintenant du quantique. Quels sont les enjeux du quantique dans la stratégie cyber des États à horizon 2030 ? Et on va accueillir pour en discuter Florent Grosmaître, vous êtes donc CEO de CryptoNext, et Thomas Debrie, vous êtes chargé de recherche à l'INRIA et professeur assistant à l'école polytechnique. Alors peut-être, première question pour vous, Florent, qu'est-ce que la menace quantique aujourd'hui et quel impact il peut avoir sur nos infrastructures, même au quotidien ? Bonjour à tous, merci de votre accueil. Le sujet de la menace quantique, c'est quoi? C'est le fait qu'un ordinateur quantique, qui sera certainement défini plus tard dans l'interview, sera en capacité demain de casser nos algorithmes de cryptographie couramment utilisés, et précisément la cryptographie à clé publique. C'est une cryptographie qui est utilisée au quotidien, justement, par exemple quand vous utilisez Teams, WhatsApp, Signal, quand vous utilisez des VPN, quand vous faites de la signature électronique, quand vous faites de la blockchain, donc des crypto-monnaies. Donc on voit que l'impact de cette menace est systémique et ça sous-entend que les organisations, toutes les organisations, quelle que soit leur nature, vont avoir à migrer leur infrastructure vers des solutions dites résistantes au quantique demain. Pardon. Thomas, petite question pour vous maintenant. Où en est-on aujourd'hui concrètement dans le développement du quantique? On a vu que dès 2009, Google avait annoncé déjà qu'il avait atteint la suprématie quantique. D'autres ensuite ont fait ce même type d'annonce. Aujourd'hui, où en est-on? Bon, déjà, merci pour l'invitation. Alors, on en est où? C'est une question un peu difficile. Je pense qu'on n'en est pas très loin. On est plutôt loin de ce qu'on veut faire aujourd'hui. C'est-à-dire, on est vraiment au balbutiement. Ah oui, ça marche? Oui. Okay. Et il y a eu divers effets d'annonce ces derniers temps, à travers des papiers qui ont pu sortir, qui ont fait un peu de bruit, etc. Mais on est quand même très très loin d'avoir une machine quantique qui sera opérante pour casser de la cryptographie. Et vraiment, on en est encore très 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 loin. Et en 2030, est-ce qu'on a déjà une idée d'où on sera à ce moment-là? Je pense qu'on ne peut pas forcément prédire, mais avec une très grande probabilité, on n'aura pas d'ordi quantique en 2030 qui fonctionne pour la cryptographie. Ça, c'est quasi sûr. Et quels sont aujourd'hui les États les plus avancés sur ce sujet? Je pense que les États-Unis et la Chine, principalement, aujourd'hui sont les plus avancés. Et c'est des instituts de recherche, c'est des instituts peut-être gouvernementaux qui travaillent sur ces sujets-là? Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que c'est des groupes privés qui sont le plus en avance, comme Google et IBM, qui aujourd'hui travaillent beaucoup sur le sujet. Mais alors après, dans des instituts de recherche, le souci, c'est qu'on peut développer des outils théoriques, par exemple sur la correction d'erreurs, parce qu'aujourd'hui, un ordi quantique, en fait, un ordinateur classique, quand vous l'utilisez, on fait des calculs sur des toutes petites infrastructures, disons, et ces infrastructures vont mettre ce qu'on appelle du bruit quand on fait ces calculs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des erreurs de calcul. L'ordinateur fait des fautes. Et classiquement, avec nos ordinateurs, on sait très bien corriger ces fautes. L'ordinateur quantique, c'est un gros problème de corriger les fautes. D'accord. Et donc, dans les instituts de recherche aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès sur comment corriger les fautes. Après, en pratique, ça ne marche pas encore. On ne sait pas encore très bien. Voilà. Florent, vous parlez justement tout à l'heure de décrire un petit peu les ordinateurs quantiques. Effectivement, pour qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit, est-ce que vous pouvez en parler rapidement? Ah, c'est vous. Ah oui. Alors, comment ça fonctionne? Voilà. Rapidement. Alors, on va dire qu'un ordinateur quantique, c'est un peu... En fait, quand vous faites des calculs, un ordinateur, c'est une grosse calculette, hein, c'est rien de plus. Hein. Ça fait des calculs. Et un calcul sur un ordinateur, c'est quelque chose de séquentiel. On fait une étape, puis une étape, puis une étape, puis une étape. Et l'ordinateur quantique, il a une force, c'est qu'il sait faire ces choses séquentielles, il sait les faire toutes en même temps. Le souci, c'est que ça peut sembler fou de se dire on peut tout faire en même temps, mais le souci, c'est qu'on ne peut pas avoir accès à toute cette information en même temps. Il fait un calcul, il fait tous les calculs en même temps, on dit ah, donne-moi un résultat, et il nous en donne qu'un. Et là, on peut se dire, à quoi ça sert? Ça sert à rien, parce que si à chaque fois qu'il me donne un résultat, il m'en donne qu'un. Mais en fait, il s'avère que cette capacité à tout faire en même temps, on peut combiner et avoir des gros avantages pour calculer certaines choses, en fait. Et la cryptographie, pas de bol. À clé publique, aujourd'hui, tout est cassé dans ce modèle de calcul. Et concrètement, qu'est-ce qui est cassé? Pourquoi est-ce que le quantique casse les algorithmes actuels? Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre.
c'est qu'aujourd'hui, depuis maintenant presque 50 ans, la cryptographie à clé publique repose sur essentiellement un seul principe. La sécurité repose sur un seul problème difficile. Et c'est un peu, alors je reprends l'expression, c'est un peu un coup de bol que ça n'a pas été cassé en 50 ans. Et aujourd'hui, on est dans une période un peu dangereuse, parce qu'on commence à se dire que c'est pas terrible que toute la sécurité mondiale repose sur une chose. Et il s'avère que cette chose-là, je ne sais pas s'il y a une morale quelque part, l'ordinateur quantique l'attaque. Et l'idée aujourd'hui aussi, quand on développe de la cryptographie post-quantique, l'objectif est de mettre en place de la diversité. Alors pourquoi c'est bien de mettre en place de la diversité? Parce que si vous cassez une des choses, vous ne cassez pas tout. Et donc c'est moins la catastrophe. Le principe de diversification qui est applicable à plein d'autres choses. Vous vouliez compléter, Florent? Non, mais j'ai quand même une question pour vous. Donc on l'a dit, hein, mais les États se sont évidemment saisis du sujet avec la cryptographie post-quantique qu'on vient d'évoquer, qui a fait l'objet de recherches, d'investissements assez considérables. Quels sont les résultats et à quoi on peut s'attendre pour la suite? Et en préambule, avant ça, je voudrais revenir peut-être sur la question de la temporalité de la menace, parce que c'est un élément très important. Effectivement, on n'est pas prêt d'avoir encore un ordinateur quantique suffisamment puissant pour être en capacité de casser notre cryptographie. Disons qu'il y a un certain nombre d'incertitudes temporelles là-dessus. Néanmoins, il y a plusieurs messages à retenir. D'abord, ce que disent les agences de sécurité, c'est que l'impact de cette menace est tellement important qu'il faut néanmoins s'en préoccuper dès aujourd'hui. Que si par exemple on manipule des données secrètes à longue durée de vie, donc si vous manipulez des données qui auront une valeur concrètement au-delà de 2030, dit l'ANSSI, eh bien vous devez initier la transition dès que possible, puisque pour certaines organisations, il est possible de collecter nos communications, les stocker, en vue de les décrypter demain, quand un ordinateur quantique suffisamment puissant sera disponible. Donc même si aujourd'hui on n'a pas un ordinateur quantique officiellement, et peut-être dans les faits, disponible, on l'aura demain et entre-temps, toutes les données potentiellement stockées sont menacées. Ça, c'est le premier élément temporel. Le deuxième élément temporel, c'est que la transition de notre cryptographie existante classique vers la cryptographie post-quantique va prendre beaucoup de temps. À l'échelle d'une organisation, d'un groupe, d'une banque, c'est plusieurs années, 5 à 10 ans. Vous avez certaines organisations, les plus avancées, ont déjà construit des plans d'action macro sur ces sujets et on parle de Gantt à 5 à 10 ans. Donc il y a une notion de temps de transition vers des infrastructures dites résistantes au quantique. Ça, c'est la deuxième notion. Et la troisième notion importante, c'est le cycle de vie des produits. Typiquement, si vous manipulez de l'IoT industriel, par exemple, donc de l'IoT, des objets connectés au sens large, déployés dans un environnement par exemple industriel, ces objets connectés sont souvent déployés pour 20 ans, parfois 30 ans ou parfois plus, sans avoir forcément la capacité à mettre à jour la cryptographie sous-jacente qui sécurise les communications de ces objets à distance. Et donc, si on prend en compte le cycle de vie produit, eh bien, il faut s'intéresser dès aujourd'hui à la préparation de cette cryptographie post-quantique et typiquement le secteur de l'automobile s'y intéresse pour cette raison, pour des raisons aussi de performance dont on pourrait parler. Le secteur des infrastructures, évidemment, quand vous déployez des infrastructures, nous on travaille par exemple avec un client américain dans le secteur de l'énergie. Vous avez des pipelines à droite à gauche avec des capteurs actionneurs, des objets connectés. Et là, et en plus, c'est des objets qui n'ont pas forcément des capacités de calcul très importantes. Donc les enjeux de mise à jour sont d'autant plus complexes à appréhender. Donc les trois notions, c'est durée de vie des données, temps de migration des infrastructures et cycle de vie produit, au-delà de la question initiale, effectivement, qui est de savoir quand est-ce qu'on va avoir un ordinateur quantique suffisamment puissant, disponible, et ça, c'est pas pour demain. Ou en tout cas, il y a une bataille d'experts sur le sujet. Voilà. Et du coup, pardon, excusez-moi, mais je n'ai pas répondu à votre question sur quelles sont les actions des différents États. Déjà, une prise de conscience. Aujourd'hui, tous les États disent, depuis un certain nombre d'années, cette menace est suffisamment importante, il faut agir. Il y a en particulier aux États-Unis une compétition qui a été initiée par le NIST, qui a vocation à déterminer de nouveaux standards. Donc le NIST, c'est une administration américaine.
qui a vocation à déterminer de nouveaux standards en remplacement de RSA ou des courbes elliptiques. Ça, c'est la dimension standardisation, donc qui est portée pour partie par les États, pour partie par les industriels, on pourrait rentrer dans les détails. Et puis, il y a les agences de sécurité elles-mêmes qui font des recommandations. Donc, si on prend, avant de revenir chez nous, toujours côté américain, vous avez la NSA qui, par exemple, a publié un nouveau référentiel de cryptographie à embarquer dans les systèmes des agences fédérales, tout simplement. Donc ça a été publié en septembre, avec des guidelines très précises sur quoi utiliser pendant les 10 prochaines années, jusqu'à 2035 précisément, et avec quelle échéance migrer. En France, l'ANSSI, mais on pourrait citer l'Allemagne et le BSI, ont publié des position papers donnant les grandes lignes de la manière dont ils voyaient la transition. Et ces positions devraient normalement être précisées dans les semaines ou mois à venir. Donc là, c'est les agences de sécurité qui donnent une impulsion. Et puis après, vous avez l'impulsion politique. Par exemple, la Maison-Blanche aux États-Unis a publié au cours de l'année 2022, donc l'année qui vient de s'écouler, un certain nombre de mémorandums ayant pour objectif de stimuler les agences fédérales, en particulier qui gèrent ce qu'on appelle des NSS, National Security System, à migrer leurs infrastructures vers le post-quantique. Les différentes natures d'instructions qui ont été données, c'est vous devez inventorier, donc dire où se trouve votre cryptographie, qui est souvent sous-jacente et pas explicitement connue. 2, vous devez définir des plans de transition post-quantique cohérents, consistants, c'est-à-dire timés et budgétés. Ça, c'est un élément très important. Je ne sais pas si on y reviendra après. Et puis 3, vous devez même initier des pilotes en production, avant même la sortie des standards finaux. Donc voilà, il y a une vraie volonté d'aller de l'avant et de porter une dynamique aussi au niveau politique. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour préciser ce point-là, on a évoqué le concours du NIST. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer un petit peu en quoi ça consistait? Il y avait aussi, je crois, cet enjeu de diversification qui était au programme de ce concours. Et quels en ont été les résultats et qu'est-ce qu'on peut en attendre du coup? Alors, merci pour la question, parce que je pense que ce qui se passe avec le NIST, c'est une parfaite illustration de la migration qu'on est en train de vivre. Alors je vais juste revenir un petit peu en arrière et je me permets d'insister sur ce point. C'est que la sécurité numérique internationale repose vraiment sur un principe et un seul. Donc c'est vraiment, au-delà du quantique, c'est quelque chose qui est quand même dangereux. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant un certain nombre d'années, on a développé d'autres solutions cryptographiques, mais qui n'ont pas été mises en pratique, parce qu'on a les industriels, tout le monde a décidé que c'était très bien comme ça, d'avoir ce qu'on appelle RSA dans nos cartes bleues, disons. Donc là, maintenant qu'il y a la menace quantique qui se concrétise qui commence à se concrétiser, c'est-à-dire des grands groupes industriels qui commencent à travailler sur l'établissement d'un ordinateur efficace comme ça, on se dit que ça commence à être un petit peu dangereux. Et donc le NIST a voulu stimuler la recherche dans le domaine et a proposé de lancer, alors c'est pas vraiment un concours, mais c'est comme un concours. Le gouvernement américain, le NIST, c'est le National Institute of Standard Technology, le NIST est en charge de mettre en place tous les standards américains, essentiellement. Donc je ne sais plus en quelle année il a annoncé l'appel, c'est en 2015 ou je ne sais plus la date exacte en tête, mais a dit, bon, écoutez, maintenant, on veut que vous nous proposiez de nouveaux schémas cryptographiques qui vont être résistants au quantique, et en plus de ça, ça va nous apporter de la diversité dans les options de sécurité qu'on peut offrir au gouvernement, aux industriels, etc. Donc il y a ce concours qui a été lancé, beaucoup de chercheurs s'y sont mis, ont proposé, il y a eu beaucoup de schémas proposés. Alors il y a eu beaucoup de schémas qui ont été cassés. Pourquoi? Parce que le principe de ce concours, c'était qu'entre chercheurs, déjà on soumet, après on regarde les soumissions des autres, les siennes aussi, et on essaye de casser ce qui a été proposé. Et comment on est sûr de la sécurité après un certain nombre d'années? C'est parce que beaucoup de gens ont essayé, on n'a pas réussi, donc on dit, on pense que c'est sûr. Voilà comment ça se passe. Donc au cours du NIST, il y a eu beaucoup de schémas cassés, dont un l'année dernière qui était presque à la toute fin, donc ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Voilà. Et alors la fin de ce concours maintenant est arrivée et le NIST a dit, bon, ce qu'on propose, c'est pour le chiffrement, c'est-à-dire pour cacher vos données quand vous voulez envoyer un message à quelqu'un, on va proposer tel algorithme à la standardisation. Donc il y a des algorithmes qui ont été standardisés. Et il y a aussi eu des standards pour ce qu'on appelle les signatures. Mais les signatures, il y a moins urgence que le chiffrement, entre guillemets. Pourquoi? Parce que comme le disait Florent juste avant,
Si on manipule des données sensibles sur 50 ans et qu'on les cache dans les chiffres, on va cacher ces données, on n'a pas envie que dans 50 ans, quelqu'un puisse les déchiffrer. Les signatures, c'est moins urgent. Donc il y a eu aussi des algorithmes de signature qui ont été standardisés, mais moins. Et là, le NIST refait un appel pour les signatures, la deadline est le 1er juin. Donc le processus continue. D'accord, donc l'idée c'est d'être prêt pour le quantique quand il arrivera. Voilà, c'est ça, essentiellement. Florent, en Europe, le défi est aussi sécuritaire et économique, parce qu'il faut quand même, si on veut pouvoir lancer ces nouveaux outils, il faut avoir un écosystème de solutions industrielles prêt. Est-ce qu'on a cet écosystème, et sinon, que faut-il pour y arriver? Que faut-il? Ça, c'est une question difficile. En tout cas, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que derrière, il y a un double challenge. C'est qu'il y a un challenge sécuritaire. Bon, on a un problème de sécurité, il faut y répondre. Et derrière ce challenge sécuritaire, il y a aussi un challenge économique, c'est-à-dire quelles sont les solutions industrielles qui vont être disponibles, les offres disponibles sur le marché, et celles qui vont être déployées dans la nature, dans les infrastructures des diverses organisations. Et là-dessus, c'est aussi un enjeu stratégique de souveraineté, le sous-jacent. Voilà. Et donc, on est sur une problématique assez classique finalement d'innovation dans un secteur à forte dimension technologique, avec des technologies de rupture sous-jacentes. Et donc la question, c'est de porter ces innovations de rupture vers le marché. Voilà. Et là-dessus, la France avance, on peut dire. Il y a un certain nombre d'initiatives, donc j'ai cité l'ANSSI par exemple, qui stimule à travers son position paper les acteurs industriels à bouger. Il y a un certain nombre d'organisations, du coup, par exemple dans le secteur de la banque qui avancent, dans le secteur bancaire. L'Allemagne fait de même. Après, ce qui peut poser question au niveau industriel, c'est qu'est-ce que fait l'Europe, puisqu'on ne peut pas prétendre avoir une politique industrielle sans qu'elle soit bâtie au niveau européen. Et là, il est très clair qu'à partir du moment où le sous-jacent de notre problématique est un sous-jacent sécuritaire, on est dans des prérogatives nationales, et donc c'est assez difficile de porter le discours au niveau européen. Et ça, c'est un enjeu important, puisque, bon, comme toujours au niveau industriel, il y a une question de taille critique, il y a une question de lead au niveau des standards, par exemple. Il y a des standards en cours de construction au niveau des algorithmes, mais également au niveau des protocoles, donc des choses de plus haut niveau. Et là-dessus, les États-Unis font la preuve de leur efficacité, tout simplement, en étant capables de mouvoir l'ensemble de leur écosystème. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des dimensions politiques, des dimensions réglementaires, des agences de sécurité. On peut suivre ça effectivement avec l'écosystème des industriels, puisque à partir du moment où vous demandez à vos administrations fédérales d'avancer vers le post-quantique, vous tirez l'ensemble de l'écosystème industriel. Les acteurs industriels américains, anglais, on peut dire, ont aussi une forte culture pour avancer dans le domaine, dans les organismes de standardisation, ce qui n'est pas exactement la culture des Français ou des Allemands même. Donc le risque, mais aujourd'hui l'histoire n'est pas écrite, le risque, c'est effectivement que les grands leaders américains, nous on les voit, puisqu'on travaille, par exemple, on a un projet commun au niveau de l'administration américaine porté par une entité qui s'appelle le NCCOI. Avec nous, il y a Amazon, Azure, enfin Microsoft, IBM et autres. Et on voit la manière dont ils se préparent. Et donc le risque, c'est que, pour les Européens en tout cas, c'est que toutes ces grandes organisations, les GAFAM et pas seulement, arrivent les premiers avec des solutions opérationnelles post-quantiques sur le marché et finalement en viennent à imposer leurs propres solutions au détriment des éventuels acteurs européens qui évolueraient trop tard. Donc il y a évidemment effectivement un enjeu important au-delà de la dimension sécuritaire, c'est la dimension industrielle qui est intrinsèquement liée à la dimension de souveraineté des solutions disponibles. Voilà. Oui, et d'autant que les approches européennes et américaines divergent un petit peu quand même. Alors effectivement, après sur les choix, peut-être que tu peux dire un mot des choix par exemple algorithmiques. Voilà, Oui, alors en fait, le NIST a fait des choix qui sont discutables. Et
au sein de la communauté, on n'est pas forcément tous d'accord sur la pertinence de certains choix. Et par exemple, l'Allemagne a dit, il y a un an ou deux, je ne sais plus quand, ou 6 mois, a dit, tiens, nous on va plutôt proposer en tout cas cet algorithme qui n'a pas été choisi entre autres par le NIST. Mais en fait, on rentre dans une nouvelle période cryptographique et qui, je pense, doit être un peu perturbante pour les industriels. C'est que maintenant, on va avoir plein de solutions. Alors qu'avant, il y avait essentiellement un système. Et donc plein de solutions, il y a plein de compromis différents, ça dépend de vos applications. Donc on rentre dans une période beaucoup plus riche en termes d'offres de sécurité. Ce qui est plutôt un bon signe finalement, c'est plutôt positif. Ah oui, c'est oui, c'est vraiment positif. Et même la cryptographie en sciences a quand même ces 20 dernières années a beaucoup plus bougé que les 40 années avant. Et pour conclure peut-être, est-ce qu'on sera prêt pour l'arrivée du quantique? On est déjà prêt. Hein, Thomas fait preuve d'un grand optimisme, c'est bien. Non, bien sûr, enfin, tout l'écosystème, la preuve en est, c'est que si on est présent aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait une sensibilisation croissante de l'écosystème sur le sujet. Donc, on a un peu de temps. Néanmoins, quand on discute avec des grands groupes américains que je ne citerai pas, ils considèrent eux-mêmes être déjà en retard. Donc, la difficulté, c'est effectivement qu'on a une échéance temporelle qui paraît lointaine. Néanmoins, les temps de transition sont tellement importants que c'est pas forcément évident à appréhender. Plus dans le domaine de la cybersécurité, les organisations elles empilent un certain nombre de contraintes qu'elles doivent prioriser. Et donc là il y a des challenges de priorisation justement. Juste un petit mot. Juste pour ajouter un petit mot, en tant que cryptographe, moi ça me fait beaucoup plus peur que RSA, c'est-à-dire la solution cryptographique actuelle déployée, soit cassée avant que le quantique arrive. Si je devais faire un pari, je dirais plutôt que voilà, le risque est plutôt là. Donc qu'on entame une période de transition, dès maintenant, c'est très important. Important, et ça va être intéressant à suivre du coup. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris un petit peu de temps pour venir nous parler de ce sujet qui est quand même un peu complexe. Et puis on va suivre cette actualité de près. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a éventuellement